Si vous n'avez pas vu la première partie de cette histoire, le lien est dans la description. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment Élise et Marc en sont arrivés là. La dernière fois que nous les avons vus, Élise avait été menacée par une famille rivale. Marc, l'homme d'affaires puissant, avait promis de la protéger, et Marco, l'homme de confiance, les avait trahis en vendant des informations. Maintenant, Élise vivait cachée dans un appartement sûr. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la trahison n'était que le début. Parce que l'amour interdit ne demande pas la permission de transformer votre vie. Il prend tout. Et cette nuit-là, leur monde était sur le point de changer à jamais. Si vous avez déjà aimé quelqu'un que vous n'étiez pas censé aimer, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que cette histoire vous montrera jusqu'où on peut aller, quand l'amour devient la seule chose qui vaut la peine de tout risquer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Marco avait trahi Marc. 3 semaines qu'Élise vivait dans cette maison sûre, regardant la ville depuis des fenêtres qui ne s'ouvraient jamais complètement. Les gardes changeaient de poste toutes les 8 heures. Elle connaissait leur visage maintenant, leur routine, mais pas leur nom. Marc ne voulait pas qu'elle s'attache. Elle se réveillait seule la plupart des matins. Marc partait avant l'aube, ses réunions d'affaires se multipliant à mesure que la tension avec la famille Rousseau s'intensifiait. Il rentrait tard, sentant le stress et l'eau de Cologne qui s'estompaient. Ses yeux étaient plus sombres chaque jour, les cernes s'approfondissant comme des ombres permanentes. Le téléphone d'Élise vibrait constamment. Sa mère, ses amis. Le fleuriste demandant quand elle reviendrait. Elle répondait par des textos courts, des mensonges qui s'empilaient comme des briques. « Je vais bien. Juste occupée. Bientôt. Toujours bientôt. Jamais maintenant. » Un après-midi, elle a trouvé un livre sur l'étagère de Marc. Pas un livre d'affaires ou de stratégie, mais un recueil de poésie italienne. Les pages étaient usées, cornées. Elle l'a ouvert et a trouvé une inscription à l'intérieur. « Ah mon fils, puisses-tu trouver la beauté même dans l'obscurité. » Mama. Elle ne savait pas que Marc lisait de la poésie. Elle ne savait pas qu'il avait une mère qui lui écrivait des dédicaces tendres. Il y avait tant de choses qu'elle ne savait pas, tant de compartiments de sa vie qui restaient fermés à clé. La solitude pesait différemment ici que dans son petit appartement. Là-bas, elle était seule par choix. Ici, elle était seule par nécessité. La différence était tout. Elle a commencé à compter les heures jusqu'au retour de Marc. Pathétique, elle le savait, mais c'était devenu son encre. Le moment où la porte s'ouvrait et qu'il entrait, défaisant sa cravate, cherchant son visage comme un homme cherche la lumière après des heures dans le noir. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-elle chaque soir, même si elle connaissait la réponse. « Compliqué » répondait-il toujours. Puis il la prenait dans ses bras, et pendant quelques minutes, le monde extérieur cessait d'exister. Il y avait juste eux, leur respiration synchronisée, leur cœur battant contre la peur qui grandissait entre eux. Les nuits étaient différentes. Dans l'obscurité, Marc se permettait d'être vulnérable. Ses mains tremblaient parfois quand il la touchait, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Il murmurait en italien, des mots qu'elle ne comprenait pas toujours mais dont elle sentait le poids. « Mi fai paura », disait-il une nuit, son visage enfoui dans ses cheveux. « Tu me fais peur. » « Pourquoi ?»« Parce que je ne sais pas comment te garder en sécurité et te garder heureuse en même temps. Les deux semblent impossibles. » Elle a tourné son visage vers lui, a tracé la ligne de sa mâchoire avec son doigt. « Je ne t'ai pas demandé de me rendre heureuse. Je t'ai demandé d'être honnête avec moi. » Quelque chose a traversé son visage, trop rapide pour qu'elle puisse l'identifier. Culpabilité? Peur? Je te dis tout ce que je peux. Ce n'est pas la même chose que tout. Non, a-t-il admis, ce n'est pas la même chose. Cette nuit-là, ils ont fait l'amour avec une intensité désespérée, comme s'ils essayèrent de combler les vides que les mots ne pouvaient pas atteindre. Ses mains étaient partout, réclamantes, possessives. Sa bouche contre sa peau murmurait des promesses et des prières mélangées. Et après, quand il dormait enfin, Élise restait éveillée. Elle regardait les ombres danser au plafond et se demandait combien de temps il pouvait continuer comme ça. Combien de temps avant que quelque chose ne cède? Combien de temps avant que l'amour ne suffise plus? Dehors, la ville continuait sa vie. Les gens allaient au travail, sortaient avec des amis, vivaient librement. Et elle était ici, dans une cage dorée, aimant un homme qui était à la fois sa prison et son choix. Parce que c'était ça, n'est-ce pas? Elle avait choisi ça. Elle avait choisi lui. Et maintenant, elle devait vivre avec les conséquences, même si ces conséquences ressemblaient de plus en plus à disparaître. Le changement est venu un jeudi matin. Élise était dans la cuisine, préparant du café,
quand elle a entendu des voix élevées venant du bureau de Marc. Il était rentré tard la nuit dernière et était parti avant qu'elle ne se réveille, mais apparemment il était revenu. Elle s'est approchée doucement. La porte était entr'ouverte. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Marc. » Une voix d'homme, plus jeune, avec un accent italien prononcé. « Ça fait 2 mois. 2 mois que cette guerre d'affaires s'éternise. Les partenaires deviennent nerveux. Nos investisseurs posent des questions. Je sais gérer mes affaires, Matteo. » La voix de Marc était froide, contrôlée. « Matteo ?» Élise s'est figée. Marc ne lui avait jamais parlé d'un Matteo. « Tes affaires? C'est nos affaires familiales. Papa a construit cet empire pour nous deux, pas juste pour toi. Papa est mort, et quand il est mort, c'est moi qui l'ai choisi pour diriger. Parce que tu étais l'aîné, pas parce que tu étais le meilleur. » Le silence qui a suivi était lourd, dangereux. Puis Marc a parlé, sa voix encore plus basse. « Qu'est-ce que tu veux, Matteo? Je veux que tu réfléchisses. Cette fille, Élise, elle te distrait. Les Rousseau le savent, ils l'utilisent contre toi. Chaque décision que tu prends maintenant est influencée par ta peur pour elle. Ne parle pas d'elle. Quelqu'un doit le faire. Tu es tellement obsédé par la protéger que tu oublies de protéger notre famille, nos intérêts. Maman est inquiète. Elle dit que tu ne l'appelles plus. » Élise a eu le souffle coupé. Marc avait une mère, une famille. Pourquoi ne lui avait-il jamais dit « Ma vie privée ne regarde pas maman, ni toi. Ta vie privée affecte nous tous quand elle devient une faiblesse que nos rivaux peuvent exploiter. » Un silence. « Écoute, je ne dis pas que tu dois la quitter, mais peut-être qu'elle serait plus en sécurité loin de toi. Loin de tout ça. Sors. Marc. J'ai dit sors. Maintenant. » Élise a reculé rapidement, silencieusement, et était de retour dans la cuisine quand Matteo est sorti du bureau. Il s'est arrêté en la voyant, ses yeux sombres l'évaluant avec curiosité. Il ressemblait à Marc. Même structure osseuse, mêmes yeux intenses. Mais là où Marc était tout en contrôle rigide, Matteo avait quelque chose de plus décontracté, de plus dangereux peut-être. « Ah !» a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « La fameuse Élise. Maintenant je comprends pourquoi mon frère a perdu la tête. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Marc est apparu dans l'encadrement de la porte. Son visage était un masque de fureur contrôlé. « Dehors, Matteo. » Je partais. Matteo a incliné la tête vers Élise. « Enchanté de te rencontrer, Cara. J'espère que tu vaux tout ce chaos. » Il est parti, et le silence qui a suivi était épais comme du verre. « Tu as un frère, » a dit Élise finalement. Marc a fermé les yeux brièvement. « Oui, et une mère. »« Oui. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Il a traversé la cuisine, s'est versé un verre de whisky, même s'il était à peine 10 heures du matin. « Parce que ma famille et toi, ce sont 2 mondes que je préfère garder séparés. » Pourquoi? Parce que si tu rencontres ma famille, tu vas comprendre d'où je viens vraiment, le genre d'homme que nous sommes, le genre de choses que nous avons faites pour construire ce que nous avons. Il a bu le whisky d'un trait. « Et je ne suis pas prêt à te perdre encore. Tu penses que connaître ta famille me ferait partir? Je pense que connaître toute la vérité le ferait. » Élise s'est approchée de lui, a posé sa main sur sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre trop vite sous sa paume. « Marc, regarde-moi. » Il a obéi, ses yeux sombres remplis de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je suis ici, je suis resté même après les menaces, même après avoir vu ce que ton monde peut être. Tu ne crois pas que je mérite de connaître l'homme que j'aime? Tout de lui, pas juste les parties que tu juges acceptables? Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montre-moi, emmène-moi rencontrer ta mère. Laisse-moi connaître ton frère. Arrête de décider pour moi ce que je peux supporter. » Marc a posé son front contre le sien, ses mains encadrant son visage. « Si je fais ça, si je t'ouvre cette porte, tu ne pourras plus jamais la refermer. Tu verras tout. Le bon, le mauvais, les choses qui me hantent la nuit. Je veux tout voir. » Il l'a embrassée alors, doucement d'abord, puis avec plus de désespoir, comme s'il essayait de mémoriser le goût d'elle avant que tout ne change. « D'accord, » a-t-il murmuré contre ses lèvres. « D'accord. Dimanche, je t'emmène rencontrer maman. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dimanche, tout leur monde allait exploser. La maison de la mère de Marc se trouvait dans la vieille partie de la ville, loin des gratte-ciel et du verre moderne. C'était une villa de pierre avec des volets verts et un jardin qui sentait le jasmin et le romarin. Élise pouvait entendre de la musique italienne s'échappant par les fenêtres ouvertes. Marc tenait sa main trop fort alors qu'il remontait l'allée. Elle pouvait sentir la tension dans son corps, voir la raideur dans ses épaules. Il ne voulait pas faire ça. Elle le savait.
Mais il le faisait quand même. Pour elle. La porte s'est ouverte avant qu'il ne frappe. Une femme dans la soixantaine, petite mais avec une présence qui remplissait l'espace, se tenait là. Elle avait les mêmes yeux que Marc, sombres et perçants, mais où les siens étaient souvent gardés, les siens brillaient de chaleur. « Marcelo » a-t-elle dit, et c'était comme entendre le nom d'un étranger. Élise n'avait jamais entendu personne appeler Marc par son nom complet. Elle l'a tiré dans une étreinte, parlant rapidement en italien, lui touchant le visage comme pour s'assurer qu'il était réel. Puis ses yeux se sont tournés vers Élise. « Donc, tu es celle qui a capturé le cœur de mon fils. » Elle a parlé en français maintenant, avec un accent chantant. « Entre, entre, je suis Giulia. » L'intérieur de la maison sentait comme les dimanches d'enfance, pain fait maison et sauce tomate mijotant. Des photos couvraient les murs. Marc enfant souriant, si différent de l'homme sérieux qu'elle connaissait. Un autre garçon à côté de lui, Matteo, les deux se faisant des grimaces. « Assieds-toi » a dit Giulia, la guidant vers une table déjà mise. Matteo arrive. Il est toujours en retard, celui-là. Marc s'est assis à côté d'Élise, sa main trouvant la sienne sous la table. Giulia a apporté de la nourriture, plat après plat. Antipasti, pasta fait maison, viande braisée. C'était un festin. « Maman, tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » a dit Marc. « Quand amènes-tu une fille à la maison ? Jamais. Donc je fais tout ça. » Elle a pointé sa fourchette vers lui. « Tu es trop maigre. Tu ne manges pas assez. »« Je mange bien. Les restaurants ne comptent pas. Tu as besoin de nourriture faite avec amour. » Matteo est arrivé au milieu du repas, décontracté dans un jean et une chemise, si différent du Marc en costume qui ne se détendait jamais complètement. Il a embrassé sa mère, a hoché la tête vers Marc et a souri à Élise. « Nous nous sommes déjà rencontrés brièvement, » a-t-il dit, s'asseyant en face d'elle. « Mais pas formellement. Je suis Matteo, le frère préféré. Le plus jeune, » a corrigé Marc. « Le plus charmant. » Giulia a ri, les regardant avec l'affection d'une mère habituée à leur chamaillerie. « Mes fils, toujours en compétition, même pour la dernière bouchée de pain. » Le repas était agréable, plus détendu qu'Élise ne s'y attendait. Giulia racontait des histoires d'enfance, Marc et Matteo enfants, les ennuis qu'ils causaient. Marc rougissait parfois, essayait de l'arrêter, mais il y avait quelque chose de doux dans ses yeux qu'Élise ne lui avait jamais vu. C'est après le repas, quand Marc et Matteo sont sortis dans le jardin pour discuter d'affaires, que Giulia a pris la main d'Élise. « Viens, aide-moi avec la vaisselle. » Dans la cuisine, debout côte à côte devant l'évier, Giulia a parlé doucement. « Tu l'aimes, mon fils ?»« Oui. » Pas d'hésitation. « Et tu sais quel genre d'homme il est ? Ce qu'il fait ?» Élise a arrêté de laver l'assiette qu'elle tenait. « Je sais qu'il dirige une entreprise familiale, que c'est compliqué, que des gens le voient comme dangereux. » Giulia a hoché la tête lentement. « Son père, mon mari, il a construit un empire, pas toujours avec des méthodes que j'approuvais, mais il l'a fait pour nous donner une vie meilleure. Quand il est mort, Marc avait 25 ans. Trop jeune pour porter ce poids, mais il l'a fait quand même. » Elle s'est tournée vers Élise, la regardait directement. Il a fait des choix difficiles, des choses qu'un homme ne devrait pas avoir à faire, mais il l'a fait pour protéger cette famille, pour honorer la mémoire de son père. « Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que si tu restes avec lui, tu dois comprendre. Le monde de Marc n'est pas fait de roses. Il est fait de loyauté et de sacrifice. Il est fait de décisions qui te hanteront. Et il est fait d'amour, oui, mais un amour qui demande tout. » Élise a dégluti. « Je comprends. Non, Cara, tu crois comprendre. Mais bientôt, tu seras testé. Et alors, tu devras choisir. Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars? Est-ce que tu acceptes tout de lui ou seulement les parties faciles ?» À travers la fenêtre, Élise pouvait voir Marc et Matteo, leurs têtes rapprochées, dans une conversation sérieuse. Marc paraissait tellement différent ici, dans la maison de son enfance avec sa famille, plus humain, plus réel. « Je choisis de rester », a dit Élise doucement. Giulia a souri, a pressé sa main. « Alors Dieu t'aide, ma fille, parce que le chemin devant toi ne sera pas facile. » Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Ils sont partis de chez Giulia au coucher du soleil, le ciel peint en or et rose. Marc était silencieux dans la voiture, ses mains sur le volant, ses yeux sur la route. Mais quelque chose en lui s'était adouci. Présenter Élise à sa mère avait signifié quelque chose, avait ouvert une porte qu'il gardait fermée depuis toujours. « Ta mère est merveilleuse », a dit Élise doucement. « Elle t'aime bien. Je pouvais le voir. » « Et Matteo ?» Marc a serré le volant. « Matteo est compliqué. Il est ton frère.
Il était mon frère. Il a soupiré. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est. Nous voulons des choses différentes pour l'entreprise familiale. Lui veut élargir, prendre plus de risques. Moi, je veux stabiliser, rendre tout légitime. C'est pour ça que vous vous disputez? C'est une des raisons. Ils sont rentrés à la maison sûrs, mais l'appartement semblait différent maintenant, moins isolé. Comme si rencontrer la famille de Marc avait créé un pont entre son monde et le reste de la vie. Cette nuit-là, Marc l'a tenu différemment. Pas avec le désespoir habituel, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Comme s'il commençait à croire qu'il pourrait vraiment avoir un avenir. Mais l'espoir est une chose fragile. Le lendemain matin, Matteo est revenu. Seul cette fois, quand Marc était parti pour une réunion d'affaires. Les gardes l'ont laissé entrer sans question, et Élise a senti son estomac se serrer en le voyant. « Matteo, Marc n'est pas là. Je sais. C'est toi que je suis venu voir. » Il s'est assis sans invitation, décontracté, mais avec des yeux qui calculaient tout. « Hier était agréable, non? Maman qui joue la grande famille heureuse. » Ce n'était pas joué. « Non ?» Il a souri, mais ce n'était pas chaleureux. « Élise, je vais te dire quelque chose que Marc ne te dira jamais. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a peur de te perdre. Je ne veux pas entendre des secrets derrière son dos. Même si ces secrets te concernent. » Il s'est penché en avant. « La famille Rousseau. Tu sais comment cette rivalité a vraiment commencé? » Malgré elle, Élise a secoué la tête. Il y a 5 ans, leur fils aîné, Antonio Rousseau, est mort dans un accident de voiture. Officiellement, un accident. Les freins ont lâché, la voiture a plongé d'une falaise. Tragique. Il a fait une pause, la laissant absorber les mots. Mais ce n'était pas un accident. Notre père, il avait découvert qu'Antonio sabotait nos contrats d'import, volait nos clients. Donc papa a ordonné à quelqu'un de s'occuper du problème, de façon permanente. Le sang d'Élise s'est glacé. Tu dis que votre père a... Je dis que notre père a pris une décision d'affaires, et Marc, qui était son bras droit à l'époque, a supervisé l'exécution de cette décision. Non, le mot est sorti comme un souffle. Marc ne ferait jamais. Marc a fait beaucoup de choses pour protéger cette famille, des choses dont il n'est pas fier, des choses qui le hantent. Mais il les a faites quand même. Matteo l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. C'est pour ça que les Rousseau veulent lui faire du mal, pas pour du territoire commercial, pour de la vengeance. Ils veulent qu'il souffre comme ils ont souffert. Élise s'est levée et a fait les 100 pas. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi maintenant? Parce que tu mérites de savoir la vérité. Parce que Marc est tellement obsédé par te protéger physiquement qu'il oublie de te protéger de la vérité. Et la vérité, Cara, c'est que tant que tu es avec lui, tu seras toujours en danger. Les Rousseau ne s'arrêteront jamais. Marc résoudra ça. Comment? En faisant plus de choses terribles? En s'enfonçant plus profondément dans ce monde? Matteo s'est levé, a mis ses mains dans ses poches. Il y a une autre façon. Laquelle? Tu pars, tu quittes Marc, tu retournes à ta vie normale. Les Rousseau perdront leur intérêt pour toi, et Marc pourra négocier une paix sans avoir peur qu'ils t'utilisent contre lui. Tu me demandes de le quitter. Je te demande de considérer ce qui est mieux pour tout le monde. Pas juste pour ton cœur, mais pour sa sécurité, pour la famille, pour mettre fin à cette guerre. Il s'est dirigé vers la porte. Pense-y. Pense à combien de personnes souffrent parce que vous deux êtes ensemble. Pense si ton amour vaut vraiment tout ce sang. Il est parti, et Élise s'est effondrée sur le canapé, tremblante. Marc était impliqué dans la mort d'Antonio Rousseau. Peut-être pas directement, mais il en était responsable d'une certaine façon. Et maintenant, cette vengeance, cette guerre, tout ça continuait à cause de quelque chose qui s'était passé avant même qu'elle ne le rencontre. Quand Marc est rentré ce soir-là, elle était assise dans le noir. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas? Matteo est venu. » Il s'est figé. Qu'est-ce qu'il a dit? La vérité, sur Antonio Rousseau, sur ce qu'a fait ton père, sur ce que tu as fait. Le silence était assourdissant. « Marc, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'étais pas impliqué dans la mort de quelqu'un. » Il a allumé une lampe et elle a vu son visage. Il n'y avait pas de surprise là, pas de déni, juste de la résignation. « Je ne peux pas te dire ça, » a-t-il dit doucement, « parce que ce serait un mensonge. » Et avec ces mots, quelque chose entre eux s'est brisé. Élise ne pouvait pas le regarder. Elle fixait ses mains, ses doigts entrelacés si fort que les articulations étaient blanches. « Dis-moi tout, » a-t-elle murmuré. « Si nous avons une chance de survivre à ça, je dois savoir tout. » Marc s'est assis en face d'elle, pas trop près, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'espace.
Quand il a parlé, sa voix était calme, factuelle, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon père a construit notre empire sur la loyauté et la force. Dans notre monde, les affaires et la politique, les alliances et les rivalités se ressemblent. Antonio Russo ne jouait pas fair-play. Il sabotait nos contrats, volait nos fournisseurs, diffamait notre nom auprès des partenaires. Il s'est arrêté, a passé une main sur son visage. Papa l'a confronté, plusieurs fois, a offert des compromis, des arrangements. Antonio a refusé. Il voulait nous détruire, prendre notre place dans la hiérarchie commerciale de la ville. Alors papa a pris une décision. Il l'a fait tuer. Il a ordonné que le problème soit résolu, de façon permanente. Marc l'a finalement regardé. J'avais 27 ans. J'étais le bras droit de mon père. Je savais ce que résoudre signifiait. J'aurais pu refuser. J'aurais pu essayer de le convaincre de trouver une autre façon. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Il y avait de la douleur dans ses yeux maintenant, brute et non dissimulée. Je pensais que c'était pour protéger notre famille. Je me disais que c'était nécessaire, que dans notre monde, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Tu as supervisé sa mort. J'ai organisé les détails. J'ai fait en sorte que ça ressemble à un accident. J'ai couvert les traces. Il a pris une respiration tremblante. Et chaque jour depuis, je le regrette. Chaque putain de jour. Élise a senti des larmes brûler ses yeux. Quelqu'un est mort, Marc. Un homme avec une famille, des gens qui l'aimaient. Je sais. Et maintenant sa famille veut se venger. En me ciblant, en nous utilisant. Je sais. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. C'est pour ça que je ne t'ai jamais dit. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que je savais que si tu connaissais cette partie de moi, cette chose terrible que j'ai faite, tu me regarderais exactement comme tu me regardes maintenant. Et comment je te regarde? Comme un étranger, comme un monstre. Elle voulait nier, voulait dire qu'elle ne le voyait pas comme ça, mais elle ne pouvait pas, parce qu'une partie d'elle le voyait effectivement différemment maintenant. L'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'embrassait si tendrement, qui lui préparait le petit déjeuner, qui murmurait des mots doux en italien, cet homme avait aussi été capable d'organiser la mort de quelqu'un. Je ne sais pas quoi ressentir, a-t-elle admis. Ressens ce que tu ressens. Je ne vais pas te dire que c'est injuste ou que tu devrais comprendre. Il s'est levé, a mis les mains dans ses poches. Mon père est mort 6 mois après Antonio. Crise cardiaque. Peut-être que c'était le karma, je ne sais pas. Mais avant de mourir, il m'a dit que le plus grand regret de sa vie était d'avoir choisi la vengeance plutôt que le compromis. Marc s'est tourné vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. J'ai essayé de faire différemment. Quand j'ai pris le contrôle, j'ai essayé de rendre nos affaires plus légitimes, de nous éloigner des méthodes brutales de papa. Mais le passé ne reste jamais enterré. Les Russo n'ont jamais oublié, n'ont jamais pardonné. Matteo dit que je devrais partir, que tant que je suis avec toi, cette guerre ne finira jamais. Marc s'est retourné brusquement. C'est ce que tu veux? Partir? Je ne sais pas ce que je veux. Les larmes coulaient maintenant, chaudes sur ses joues. Je t'aime, Marc, je t'aime tellement que ça me fait mal. Mais je ne sais pas si l'amour suffit face à tout ça, face à ce que tu as fait, face au danger, face au fait que des gens sont morts à cause de ta famille. Il a traversé la pièce en 2 pas, s'est agenouillé devant elle. Regarde-moi. Elle l'a fait malgré tout. Je ne suis pas un homme bon, Élise. Je ne l'ai jamais été. J'ai fait des choses terribles pour des raisons que je pensais bonnes à l'époque. Je porte ce poids chaque jour, chaque putain de jour. Il a pris ses mains. Mais depuis que je t'ai rencontré, pour la première fois de ma vie, j'ai voulu être meilleur. Tu me fais vouloir être l'homme que tu vois quand tu me regardes. Et si je ne peux plus te regarder de cette façon? La douleur sur son visage était insupportable. Alors je vivrai avec ça aussi, parce que je préfère que tu connaisses la vérité et que tu me haïsses plutôt que de t'aimer basé sur un mensonge. Il s'est levé, a reculé, lui donnant de l'espace, lui donnant le choix. Je vais dormir dans l'autre chambre ce soir. Prends le temps dont tu as besoin. Réfléchis. Et demain, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Je te donnerai assez d'argent pour recommencer ailleurs, une nouvelle identité si tu en veux une, tout ce qu'il faut pour que tu sois en sécurité et libre. Marc, non, tu as le droit de choisir, Élise. J'aurais dû te donner ce choix depuis le début, te donner toute la vérité et te laisser décider. C'était égoïste de te garder dans l'ignorance parce que j'avais peur de te perdre. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je suis désolé pour tout. Puis, il était parti, et Élise était seule avec ses pensées qui tourbillonnaient comme une tempête. Elle l'aimait.
Dieu, elle l'aimait tellement. Mais l'amour suffisait-il? Pouvait-elle vraiment passer le reste de sa vie avec un homme qui avait du sang sur les mains, même s'il le regrettait, même s'il essayait d'être meilleur? Elle ne connaissait pas la réponse. Pas encore. Élise n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise près de la fenêtre, regardant la ville briller dans l'obscurité, essayant de démêler ses sentiments. Une partie d'elle voulait faire ses valises et partir. Retourner à sa vie simple au fleuriste, à son petit appartement, à un monde où personne ne mourrait à cause de rivalité d'affaires. C'était la partie prudente, la partie que sa mère avait élevée pour jouer la sécurité. Mais une autre partie, la partie qui s'était réveillée quand Marc l'avait embrassée pour la première fois, refusait de lâcher prise. Parce que malgré tout, malgré les secrets et le danger et le sang, elle aimait cet homme. Elle aimait la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse. Elle aimait la vulnérabilité qu'il lui montrait dans l'obscurité. Elle aimait l'homme qu'il essayait d'être, pas l'homme qu'il avait été. Au lever du soleil, elle avait pris sa décision. Elle a trouvé Marc dans l'autre chambre, assis sur le bord du lit, pas couché, comme s'il n'avait pas pu dormir non plus. Il a levé les yeux quand elle est entrée, et son visage était un masque de résignation, comme s'il s'attendait déjà à ce qu'elle dise au revoir. « Je ne pars pas », a-t-elle dit. Il a cligné des yeux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Quoi ? Je ne pars pas, je reste. Élise, tu n'as pas besoin. Écoute-moi. » Elle a traversé la pièce, s'est assise à côté de lui. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir, à tout, à ce que tu as fait, à ce que ça signifie, à qui tu es maintenant versus qui tu étais. » Elle a pris une respiration. « Tu as fait quelque chose de terrible. Je ne vais pas prétendre que ça ne me dérange pas, parce que ça me dérange. L'idée que tu étais impliqué dans la mort de quelqu'un me rend malade. Mais je vois aussi qui tu es maintenant. Je vois comment ça te hante. Je vois comment tu essaies d'être différent. Ce n'est pas suffisant. Essayer ne change pas ce que j'ai fait. Non, ça ne change pas, mais ça montre que tu n'es pas juste la somme de tes erreurs. Tu es aussi l'homme qui me prépare le café exactement comme je l'aime. L'homme qui embrasse mon front quand il pense que je dors. L'homme qui a ouvert son cœur malgré tous ses efforts pour le garder fermé. » Les yeux de Marc brillaient dangereusement. « Tu mérites mieux que moi. Peut-être. Mais c'est toi que je veux. » Elle a touché son visage. « Je ne suis pas naïve. Je sais que ta vie est compliquée, que nous aurons des problèmes, que cette situation avec les Rousseau va continuer à être difficile. Mais je choisis de rester quand même. Je choisis toi. Pourquoi ?» Sa voix était rauque. « Après tout ce que tu sais maintenant, pourquoi resterais-tu ? Parce que l'amour n'est pas toujours propre et simple. Parfois, c'est compliqué et imparfait. Parfois, c'est aimer quelqu'un malgré ses erreurs et croire qu'ensemble, vous pouvez être meilleur que vous ne l'étiez seul. » Elle s'est approchée plus près, a posé sa tête sur son épaule. « Tu m'as changé, Marc. Avant toi, je vivais dans la peur. Peur de prendre des risques, peur d'être blessé, peur de vraiment vivre. Tu m'as montré que la vie vaut la peine d'être vécue pleinement, même si ça fait peur. Donc, je ne vais pas t'abandonner maintenant. Pas quand tu as le plus besoin de quelqu'un. » Il l'a attirée contre lui, l'a tenue si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle sentait son corps trembler, sentait l'humidité contre ses cheveux qui auraient pu être des larmes. « Je ne te mérite pas, » a-t-il murmuré, « mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de le mériter. » Tu n'as pas à le mériter. L'amour n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on choisit, encore et encore. Ils sont restés comme ça longtemps, accrochés l'un à l'autre dans la lumière du matin. Et pour la première fois depuis des jours, Élise a senti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être qu'il ne pouvait pas changer le passé. Peut-être que la situation avec les Rousseau continuerait à être dangereuse. Peut-être que la vie avec Marc serait toujours compliquée. Mais ils l'affronteraient ensemble. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui choisit de rester même quand partir serait plus facile. « Nous allons trouver une solution », a dit Marc finalement. « Pour les Rousseau, pour tout. Je vais régler ça d'une façon qui ne crée pas plus de douleur. Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Parce que je refuse de te perdre, et je refuse de devenir à nouveau l'homme que j'étais. » C'était une promesse. Une qu'Élise espérait qu'il pourrait tenir. La résolution est venue d'un endroit inattendu. 2 jours après qu'Élise ait choisi de rester, Matteo est revenu. Cette fois, Marc était là et la tension entre les 2 frères était palpable. « Nous devons parler », a dit Matteo. Tous les 3. Ils se sont assis dans le salon, formant un triangle inconfortable. Matteo semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. Il continuait à passer sa main dans ses cheveux,
un geste qu'Élise reconnaissait maintenant comme familial. Marc faisait la même chose quand il était stressé. « J'ai rencontré quelqu'un de la famille Rousseau », a commencé Matteo. Marc s'est raidi. « Tu as fait quoi ?»« Laisse-moi finir. J'ai rencontré Sophia Rousseau, la fille cadette d'Antonio. Pourquoi ferais-tu ça sans m'en parler? Parce que tu es trop proche de la situation, trop émotionnel. » Matteo a regardé Élise brièvement. « Sophia ne veut pas la guerre, Marc. Elle veut la paix. Son père est mort, oui, mais continuer à se battre ne le ramènera pas. Qu'est-ce qu'elle veut alors? Elle veut reconnaître ce qui s'est passé. Elle veut que tu reconnaisses le rôle de notre famille dans la mort de son père. Publiquement. » Marc s'est levé d'un bond. « Absolument pas. Si je fais ça, ça ouvre la porte à des poursuites légales, à la vérité, » l'a coupé Matteo, à la responsabilité, à la possibilité de vraiment aller de l'avant. Tu me demandes de détruire tout ce que papa a construit. Je te demande de choisir entre protéger l'héritage d'un homme mort ou construire un futur avec la femme que tu aimes. Matteo s'est levé aussi, faisant face à son frère. Sophia a une proposition. Si tu reconnais ce qui s'est passé, si tu présentes des excuses formelles et offres une compensation financière à leur famille, elle convaincra le reste des Rousseau de mettre fin à la vendetta. Et si elle ne peut pas les convaincre, alors nous sommes au même endroit que maintenant. Mais au moins nous aurons essayé une solution pacifique. Marc faisait les 100 pas, sa mâchoire serrée. Élise pouvait voir le conflit sur son visage. L'homme d'affaires en lui voyait tous les risques, toutes les complications légales. Mais l'homme qu'il aimait, l'homme qui voulait être meilleur, voyait la possibilité d'une vie normale. « Il y a autre chose, » a dit Matteo doucement. « Sophia veut te rencontrer, Élise. »« Moi? Pourquoi? »« Parce qu'elle veut voir qui tu es. La femme pour qui Marc Moreau est prêt à changer. » Matteo a hésité. « Elle a dit qu'elle veut comprendre si ton amour vaut tout ce chaos. »« Absolument pas, » a dit Marc immédiatement. « Je ne vais pas exposer Élise à... »« Je vais le faire, » a interrompu Élise. Les deux hommes se sont tournés vers elle. « Si rencontrer Sophia peut t'aider à mettre fin à cette guerre, je vais le faire. » Élise, tu ne comprends pas. Ces gens, ils pleurent leur père? Oui, je comprends. Elle s'est levée, s'est approchée de Marc. Si j'étais à sa place, si quelqu'un avait fait du mal à quelqu'un que j'aimais, je voudrais aussi des réponses. Je voudrais regarder dans les yeux des personnes responsables et comprendre pourquoi. C'est dangereux. Vivre avec toi est dangereux. Rester caché est dangereux. Tout est dangereux, Marc. Mais au moins ça, c'est un danger avec un but. Elle a pris ses mains. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi aider à réparer ce qui a été brisé. Marc l'a regardé pendant un long moment, ses yeux cherchant les siens. Puis, lentement, il a hoché la tête. « D'accord, mais je viens avec toi. » Et Matteo organise la rencontre dans un lieu public, neutre, avec notre sécurité présente. « Évidemment, » a dit Matteo. « Je ne suis pas stupide. » Il a sorti son téléphone. « Je vais appeler Sophia. On organise ça pour cette semaine. » Après le départ de Matteo, Marc a attiré Élise contre lui. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Ou la plus stupide. Non, courageuse. Il a embrassé le dessus de sa tête. Mais si à n'importe quel moment tu te sens mal à l'aise, si quelque chose semble faux, tu me le dis, et nous partons. D'accord? D'accord. Je promets, plus de secrets. À partir de maintenant, nous faisons tout ensemble, en tant que partenaires. Partenaires, a répété Élise, aimant le son du mot. Elle ne savait pas encore ce que la rencontre avec Sophia apporterait. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentait qu'il bougeait vers l'avant au lieu de juste survivre. Et parfois, avancer est tout ce que vous pouvez faire, même si vous ne savez pas ce qui vous attend. La rencontre était prévue dans un café discret du quartier historique. Pas l'un des endroits que Marc possédait, pas sur le territoire des Rousseau. Terrain neutre, comme Matteo l'avait promis. Élise avait passé des heures à se préparer, changeant de tenue 3 fois. Qu'est-ce qu'on porte pour rencontrer la fille de l'homme que votre petite amie a aidé à faire tuer? Finalement, elle avait choisi quelque chose de simple. Une robe bleu marine, discrète mais respectueuse. Marc était tendu toute la matinée. Il vérifiait constamment son téléphone, donnait des instructions aux gardes de sécurité, s'assurait que tout était en place. Matteo les accompagnait aussi, le médiateur silencieux, entre deux familles en guerre. Quand ils sont arrivés au café, Élise a vu une jeune femme assise seule à une table près de la fenêtre. Sophia Rousseau était belle, avec de longs cheveux noirs et des yeux qui avaient vu trop de douleur pour son âge. Elle ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. Elle s'est levée quand ils se sont approchés, son regard allant de Marc à Élise, puis de retour à Marc. « Monsieur Moreau »
a-t-elle dit, sa voix calme mais froide. Mademoiselle Rousseau. Un long silence inconfortable. Puis Sophia s'est tournée vers Élise. Vous devez être Élise. Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sophia a fait un geste vers les chaises. Ils se sont assis, formant un tableau étrange. Marc gardait une main sur la cuisse d'Élise sous la table, sa prise ferme. Matteo était légèrement à l'écart, observant. « Merci d'être venu », a commencé Sophia, regardant Élise. « Je sais que ce n'est pas facile. Je voulais vous rencontrer, vous entendre. » Sophia a hoché la tête lentement. « Mon père est mort il y a 5 ans. J'avais 20 ans. Une nuit, on m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait eu un accident, que sa voiture était tombée d'une falaise. » Sa voix tremblait légèrement. « Pendant des années, j'ai cru que c'était vraiment un accident, jusqu'à ce que mon oncle me dise la vérité. » Elle a regardé Marc maintenant, ses yeux brûlants de douleur contenue. « Votre père a ordonné sa mort, et vous avez aidé à l'exécuter. Vous avez enlevé mon père de ma vie, de la vie de ma mère, de mes frères. Vous nous avez brisés. » Marc n'a pas détourné le regard. « Je sais, et je suis désolé. Ces mots ne suffisent pas, je le sais, mais ils sont vrais. Pourquoi ?» La voix de Sophia s'est brisée. Pourquoi lui? Il avait une famille. Il avait des enfants qui l'aimaient. Parce que nos familles étaient en conflit commercial. Parce que mon père voyait votre père comme une menace. Parce que j'étais jeune et stupide et que je pensais que la loyauté envers ma famille signifiait faire des choses terribles sans poser de questions. Marc a pris une respiration. Il n'y a aucune excuse. Ce que nous avons fait était mal. J'ai porté ce poids chaque jour depuis. Et ça le ramène. Des larmes coulèrent maintenant sur les joues de Sophia. Votre culpabilité ramène mon père? Non, rien ne le ramènera. Et je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Élise a senti ses propres larmes brûler. Regardez Sophia. Voir sa douleur brute, c'était insupportable. Elle a tendu la main à travers la table, a touché la main de Sophia. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Je sais que ça ne change rien, mais je suis tellement désolée pour votre perte. Sophia l'a regardée, surprise par le geste. Pourquoi êtes-vous avec lui, après avoir appris ce qu'il a fait? Parce que les gens sont plus que leurs pires erreurs. Parce que j'ai vu qui il est maintenant. Comment il essaie d'être meilleur. Ça n'excuse pas le passé, mais ça montre qu'il n'est pas juste ce moment terrible. Sophia a retiré sa main, s'est essuyé les yeux. Matteo dit que Marc est prêt à reconnaître publiquement ce qui s'est passé, à offrir une compensation. Oui, a dit Marc, je ferai une déclaration publique reconnaissant le rôle de ma famille dans la mort de votre père. J'offrirai une compensation financière à votre famille. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'une telle chose ne se reproduise jamais. Combien? Marc a nommé un montant qui a fait pâlir Élise. Des millions. Assez pour que la famille Rousseau n'ait plus jamais à travailler. Sophia est restée silencieuse pendant un long moment, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. « Je ne peux pas vous pardonner », a-t-elle dit finalement. « Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais je peux accepter votre reconnaissance et votre compensation, et je peux convaincre ma famille de mettre fin à cette vendetta. Pas pour vous, mais pour que personne d'autre ne perde un père, pour que personne d'autre ne souffre comme nous avons souffert. C'est tout ce que je demande, a dit Marc. Sophia s'est levée. Il y aura des papiers à signer, des avocats à consulter. Ça prendra du temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Elle a regardé Élise une dernière fois. Prenez soin de vous. Aimer un homme avec un passé comme le sien n'est pas facile. Je sais, tant que vous le savez. Sophia a pris son sac. Au revoir, monsieur Moreau. J'espère ne plus jamais avoir à vous revoir après que tout soit finalisé. Elle est partie, laissant un silence lourd derrière elle. Marc a laissé échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant toute la conversation. Matteo a posé une main sur son épaule. « Tu as fait la bonne chose », a-t-il dit doucement. « La bonne chose aurait été de ne jamais faire ce que j'ai fait en premier lieu. Mais c'était un début vers la rédemption, vers la paix, vers un avenir où Marc n'était pas défini uniquement par ses erreurs passées. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'avocats, de documents et de négociations. Marc a tenu sa promesse. Il a fait une déclaration publique, reconnaissant le rôle de sa famille dans la mort d'Antonio Rousseau. Les médias ont explosé. Certains l'ont appelé courageux. D'autres l'ont appelé fou. Dans le monde des affaires, des partenaires nerveux ont commencé à se retirer. Des contrats ont été annulés. L'empire que son père avait construit a vacillé. Mais Marc a tenu bon, refuse de revenir sur sa parole. « Je reconstruirai », a-t-il dit à Élise une nuit, alors qu'il regardait les nouvelles montrer son visage encore et encore. Mais cette fois,
Je le ferai correctement, sans secret, sans méthode douteuse, juste des affaires honnêtes. Julia est venue leur rendre visite pendant cette période. Elle a pleuré en voyant son fils à la télévision, admettant ce que sa famille avait fait. Mais quand il lui a expliqué pourquoi, quand il lui a dit que c'était pour Élise, pour leur avenir, elle a compris. « Ton père aurait été fier », a-t-elle dit, tenant son visage entre ses mains. Pas de ce qu'il t'a fait faire, mais de l'homme que tu es devenu malgré ça. Matteo est devenu un allié inattendu. Lui et Marc ont commencé à travailler ensemble pour restructurer l'entreprise familiale, la rendant plus transparente, plus légale. Les frères qui s'étaient disputés pendant des années trouvaient maintenant un terrain d'entente. Et Élise, elle a découvert sa propre force pendant cette période. Elle n'était plus la fille qui se cachait, qui attendait. Elle a commencé à aider Marc avec les aspects légitimes de son entreprise, utilisant sa créativité du fleuriste pour développer de nouvelles idées commerciales. Ils ont déménagé dans un nouvel appartement. Pas une maison sûre, mais un vrai chez eux, avec des fenêtres qui s'ouvraient complètement, une cuisine où ils cuisinaient ensemble le dimanche, un balcon où ils prenaient le café en regardant le lever du soleil. La famille Rousseau a tenu sa parole. Après que toute la paperasse soit finalisée, après que la compensation ait été versée, ils ont publiquement déclaré que la vendetta était terminée. Sophia a même envoyé une note manuscrite à Élise. « Merci de l'avoir rendue meilleure. Peut-être qu'un jour, nous pourrons tous guérir. » Ce n'était pas du pardon, mais c'était de la paix. Un samedi matin, 3 mois après la rencontre avec Sophia, Marc a réveillé Élise tôt. « Habille-toi », a-t-il dit avec un sourire mystérieux. « J'ai une surprise. » Il l'a conduite à travers la ville jusqu'à un petit bâtiment qu'elle ne reconnaissait pas. Quand ils sont entrés, elle a retenu son souffle. C'était un fleuriste, tout neuf, avec des comptoirs en marbre et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Des étagères vides attendaient d'être remplies de fleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Élise, même si elle connaissait déjà la réponse. « C'est à toi, ton propre fleuriste, si tu le veux. » Marc a mis ses mains dans ses poches, soudainement nerveux. « Je sais que tu as adoré ton ancien travail. Je sais que tu l'as quitté à cause de moi. Donc je pensais, peut-être que tu voudrais recommencer. » Marc, les larmes coulaient sur ses joues. « C'est trop. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. » Il l'a attirée contre lui. « Je veux que tu aies ta propre vie, Élise. Pas juste être la petite amie de Marc Moreau. Je veux que tu sois Élise Costa, propriétaire de fleuriste, femme incroyable qui se trouve à être avec moi. » Elle l'a embrassé alors, versant toute sa gratitude, tout son amour dans ce baiser. « Oui, » a-t-elle murmuré contre ses lèvres. « Oui, je le veux. » Ils ont passé le reste de la journée à planifier. Comment elle décorerait l'espace? Quel type de fleurs elle vendrait? Comment elle l'appellerait? « Nouveau départ », a-t-elle décidé finalement. Le fleuriste s'appellera « Nouveau départ ». « Parfait », a dit Marc, embrassant son front. Ce soir-là, de retour dans leur appartement, Marc a sorti une petite boîte de sa poche. Élise a arrêté de respirer. « Ce n'est pas ce que tu penses », a-t-il dit rapidement. « Enfin, pas exactement. Pas encore. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un collier délicat avec un pendentif en forme de clé. « C'est la clé de mon cœur », a-t-il dit. Et malgré le cheese du geste, c'était parfait. Tu l'as déverrouillé quand je pensais qu'il était fermé pour toujours. Et un jour, quand le moment sera parfait, je te demanderai de le garder pour toujours. Mais pour l'instant, je veux juste que tu saches que tu m'as sauvée, Élise, dans tous les sens possibles. Elle a laissé tourner le collier autour de son cou, ses doigts tremblants. Tu m'as sauvée aussi, a-t-elle murmuré. Tu m'as appris à vivre au lieu de juste exister. Cette nuit-là, ils ont fait l'amour lentement, tendrement. Pas avec le désespoir des premières semaines, pas avec la peur des mois de danger, mais avec quelque chose de plus fort, de l'espoir, de la confiance, de l'amour qui avait survécu à tout et était sorti plus fort de l'autre côté. 6 mois plus tard, Élise se tenait dans son fleuriste, arrangeant un bouquet de roses blanches et de lavande. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres, peignant tout en or. Des clients entraient et sortaient, certains réguliers maintenant, d'autres nouveaux. Sa mère venait la voir tous les mercredis, toujours émerveillée par ce que sa fille avait créé. Ses amis avaient repris contact, curieuse de connaître sa nouvelle vie, son nouveau petit ami puissant. Marc passait tous les jours après le travail. Il ne portait plus les costumes sombres des premiers jours. Maintenant, c'étaient des vestes plus décontractées, parfois même juste une chemise et un jean. Il souriait plus facilement.
riait plus souvent. La restructuration de son entreprise avait été difficile, coûteuse même, mais il tenait bon. Les nouvelles opérations étaient propres, légales, transparentes. Il dormait mieux la nuit maintenant. Matteo était devenu un visiteur régulier aussi, se moquant gentiment de son frère qui était devenu doux, mais clairement heureux de le voir heureux. Giulia organisait des dîners de famille tous les dimanches. C'était bruyant, chaotique, plein de rire, et de nourriture et d'amour. Exactement ce dont Élise avait toujours rêvé, mais n'avait jamais eu. Un après-midi, alors qu'Élise fermait la boutique, Marc est apparu avec un pique-nique. « Viens », a-t-il dit, tendant la main. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il l'a conduite à un parc qu'elle ne connaissait pas, un endroit secret surplombant toute la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel en rose et orange. Ils ont étalé une couverture, ont mangé du fromage et bu du vin, ont regardé le monde devenir doré autour d'eux. « Tu te souviens de la première nuit où nous nous sommes rencontrés ?» a demandé Marc, jouant avec ses doigts. « Aux funérailles. Comment pourrais-je oublier? Tu étais si déplacé, si manifestement terrifié. Je me souviens avoir pensé que tu étais la chose la plus belle que j'avais jamais vue. J'étais terrorisé et fasciné. Je ne pensais pas que tu resterais. Quand tu as découvert qui j'étais vraiment, ce que j'avais fait, je pensais que tu courais aussi loin que possible. J'y ai pensé, a admis Élise, pendant environ 5 minutes. Puis, j'ai réalisé que courir signifierait perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Marc l'a regardé, ses yeux sombres remplis de tant d'émotions. Tu as changé ma vie, Élise. Tu m'as fait croire que je pouvais être meilleur, faire mieux. Tu m'as donné quelque chose à protéger qui valait plus que le pouvoir ou l'argent ou la réputation. Il s'est déplacé alors, glissant de la couverture sur un genou. Le cœur d'Élise s'est arrêté. Je sais que j'ai dit que j'attendrais le moment parfait, mais j'ai réalisé que chaque moment avec toi est parfait. Chaque respiration, chaque rire, chaque larme, tout ça vaut la peine. Il a sorti une boîte de sa poche, pas la même que celle avec le collier. Une nouvelle. Élise Costa, tu es entrée dans ma vie comme un orage dans un désert. Tu m'as réveillé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague simple mais magnifique. Un diamant entouré de petites émeraudes. Veux-tu m'épouser? Veux-tu prendre ce cœur que tu as déverrouillé et le garder pour toujours? Veux-tu construire une vie avec moi, une vie honnête et vraie et pleine d'amour? Les larmes coulaient librement maintenant. Élise a hoché la tête, incapable de former des mots. « Oui », a-t-elle finalement réussi à dire. « Oui, oui, 1000 fois oui ». Il a glissé la bague à son doigt, l'a attirée dans ses bras, l'a embrassée alors que le soleil descendait derrière eux et que la ville s'illuminait en bas. « Je t'aime », a-t-il murmuré contre ses lèvres. « Père Sampre, pour toujours, a-t-elle répété. Et là, sur cette colline surplombant la ville où leur histoire impossible avait commencé, ils se sont tenus l'un l'autre et ont regardé le jour devenir nuit. L'amour interdit qu'ils avaient choisi, malgré le danger, malgré les secrets, malgré tout, avait survécu. Il avait prospéré. Il était devenu quelque chose de beau. Parce que parfois, les meilleures histoires sont celles qui commencent dans l'obscurité et finissent dans la lumière. Parfois, l'amour que vous n'êtes pas censé avoir est celui qui vous sauve. Et parfois, choisir de rester est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour qui défie l'impossible. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous au pouvoir de l'amour pour changer quelqu'un? Parce que parfois, l'amour est tout ce dont nous avons besoin pour devenir meilleurs. Élise et Marc ont prouvé que l'amour interdit n'est pas toujours une fin tragique. Parfois, c'est juste le début d'une nouvelle vie.